Mesdames et messieurs, Léon Weinstein en direct de Los Angeles, Californie. Nous avons tous compris que Biden ne pouvait pas diriger le pays. Je pensais que c'était Barack Obama qui le faisait, assis dans une cave et dirigeant à distance à travers divers dispositifs et l'Internet, les actions de la Maison-Blanche. Mais honnêtement, j'attendais un flot de récits sur la façon dont cela s'est passé. Je pensais aussi, à la stupidité de la fuite d'Afghanistan que c'était Jill Biden avec son fils Hunter, ou au manque de réponse dit à la Chine concernant tous ces lancements de ballons et autres choses du genre, que c'est la famille Biden. Donc, étant sous l'influence du Parti démocrate, la Chine fait tout son possible et se contorsionne pour que la Chine soit satisfaite de leur comportement. Mais il semble que je me sois trompé. Parce que la réalité s'est avérée plus banale, comme toujours, plus grise, comme toujours, et plus triviale. La vérité s'est avérée plus prosaïque. Maintenant, messieurs, vous allez apprendre à l'instant les dernières nouvelles qui viennent d'arriver. Au fait, les traductions de mes vidéos en anglais, espagnol, français et portugais seront dans la description ci-dessous. Envoyez à vos amis à qui vous voudriez qu'ils écoutent, lisent, sachent et tout le reste, mais qui ne connaissent pas la langue russe. Les likes, évidemment, après visionnage. Dans les commentaires, qu'aimeriez-vous savoir de moi au sujet des États-Unis ? Mais passons donc à notre sujet, c'est-à-dire découvrir qui a dirigé l'Amérique pendant les 4 années de Biden. Le projet Veritas, la recherche de la vérité, dont je vous ai déjà parlé, s'occupe de dévoiler les politiciens, les bureaucrates et les milliardaires. En quête de vérité, ils ont réussi à faire parler un personnage qui vous est sans doute inconnu. David Hogg, le plus jeune membre du Comité national du Parti démocrate des États-Unis. Pendant le déjeuner, à l'insu de Hogg, il était filmé en vidéo tout en lui posant apparemment des questions anodines. Bien qu'il ait parfois essayé de cacher quelque chose, il a néanmoins fait le pont et s'est mis en valeur. Et en même temps, il nous a donné des informations cachées au pays, tout en ajoutant encore une masse d'informations inattendues et passionnantes qui n'avaient plus de lien direct avec la question de savoir qui dirigeait réellement notre pays. Bien sûr, j'en parlerai également. Je soupçonne que la carrière fulgurante de Hogg, qui à un si jeune âge est devenu vice-président du Parti démocrate des États-Unis, va au minimum connaître un coup d'arrêt, si ce n'est se terminer complètement. Mais Hogg est un personnage franchement détestable. Il est pour la réduction du financement de la police, pour l'arrêt des expulsions des clandestins du pays, il essaie de retirer les armes à la population et il soutient des mouvements antisémites et pro-Hamas dans les universités. Honnêtement, je n'ai aucune pitié pour lui, pas du tout. Alors, les journalistes de Veritas ont piégé Hogg et ont entendu de lui les phrases suivantes. Il a donc, c'est-à-dire celui qui dirigeait le pays, Dieu merci, à l'époque, il avait un pouvoir immense. Je ne peux pas transmettre à quel point il avait du pouvoir à la Maison-Blanche. Voilà la phrase de Hogg. Et en fait, tout le monde le savait. Et enfin, j'essayais de l'éviter. Il me faisait peur. En fait, tout le monde avait peur de lui. Intéressant, non ? Maintenant, la vidéo enregistrement secret. Darian, enchanté de faire votre connaissance. Oui, ce n'est pas pour l'enregistrement, bien sûr. Pour moi, la question principale est de savoir à quel point le Comité national du Parti démocrate est corrompu. Combien de gens étaient au courant concernant le président des États-Unis? Je pense que l'essentiel, c'est que le Conseil national pour la défense du peuple sera toujours en fait le quartier général électoral du président. Au final, le problème le plus sérieux résidait dans le cercle restreint autour de Biden. Voilà tout. Et je ne peux pas surestimer à quel point la chef de cabinet Jill Biden avait du pouvoir. Jill Biden, chef de cabinet Jill Biden. Donc, tout était dirigé sous Biden, la chef de cabinet de la première dame Jill Biden. C'est un secret de polichinelle à gauche, mais je l'éviterai honnêtement.
Il était, eh bien, vraiment effrayant. On l'appelait M. Anthony Brown. Le nom a été donné? Le nom a été donné Anthony Bernal. Je ne l'ai jamais vu. Que veux-tu dire exactement? Il est comme une figure de l'ombre, tel le magicien d'Oz. Bon, c'est ce qui expliquait son comportement. Moi, je connaissais son apparence, mais le grand public, non. Mais il avait un pouvoir énorme. Et je ne peux pas exprimer à quel point il avait du pouvoir à la Maison-Blanche. En chemin, Cog a raconté que Nancy Pelosi joue en bourse, sachant exactement quelles lois seront bientôt proposées et comment cela influencera les actions en bourse. Elle gagne des centaines de millions de dollars grâce à des opérations illégales. Cog affirme que le Congrès est tellement corrompu qu'il vaudrait mieux le brûler avec tous ses occupants. Et l'Amérique n'en serait que gagnante. Eh bien, peut-être qu'il a raison. Voici d'ailleurs sa déclaration à propos de Pelosi. Je dirais que Pelosi fait en réalité très bien son travail. Je ne suis pas d'accord avec son trading d'actions. Son rendement annuel surpasse presque tous les hedge funds en ville. Les membres du Congrès parient en bourse en utilisant leurs connaissances uniques. Parce que ce sont eux-mêmes les personnes qui adoptent ou n'adoptent pas les lois. Certains de ces membres du Congrès réalisent des transactions qui sont trop bien synchronisées pour qu'il n'ait pas d'informations privilégiées. On dirait qu'ils sont parmi les meilleurs analystes financiers de l'histoire. Tu t'es déjà exprimé contre cela? J'en ai déjà parlé, mais je comprends que si je commence ce combat, il sera plus difficile de faire adopter la loi sur le contrôle des armes à feu. Je choisis mes batailles. J'ai dit à Hook que je ne me mettais pas en avant parce que pour moi, mes projets et mes plans sont prioritaires et je ne veux pas me disputer avec les gens dont dépend leur avancement. Tu sais, le plus dur dans mon travail, c'est que j'ai envie de tout brûler jusqu'au bout. Parce que tout est si corrompu, mais il faut choisir ses batailles et construire progressivement quelque chose de nouveau. Nous n'allons pas nous opposer à Pelosi. D'abord, nous ne l'aurions pas battu, même en le voulant. Ça se ressent. Et c'est en partie la raison, mais c'est aussi une bataille inutile quand d'autres membres sont bien plus faibles. Et je dirais que Pelosi fait en réalité très bien son travail. Je ne suis pas d'accord avec cette histoire de trading d'actions, mais tu n'es pas d'accord? Certains membres du Congrès font des transactions qui coïncident trop bien dans le temps pour qu'ils n'aient pas accès à des informations privilégiées. Et c'est un énorme problème. Penses-tu que c'est ainsi que Pelosi est devenue riche avec des centaines de millions de dollars? Je veux dire, elle obtient un rendement supérieur à presque tous les hedge funds de la ville chaque année. Et tu ne penses pas qu'il faudrait changer ça? Non, il faut changer ça. Comment tu t'y prendrais? J'interdirais aux membres du Congrès d'acheter des actions. D'ailleurs, si les membres du Congrès ne peuvent pas acheter des actions eux-mêmes, ils auront tout de suite un ami fidèle ou plusieurs amis fidèles qui le feront avec eux. Parce que ça va durer longtemps. Il y a 435 membres. Ouais, oui. Très probablement, 400 d'entre eux agissent de la même manière, expliquant leur refus. Je fais juste une supposition. Je pense que c'est une bonne hypothèse. Comme si oui, comme c'est pratique. D'ailleurs, il compte parmi les plus grands analystes financiers de l'histoire. Le plus difficile dans mon travail, c'est cette envie de tout détruire à cause de la corruption omniprésente. Mais il faut choisir ses batailles et augmenter progressivement l'élan. Sur la vidéo, nous n'avons pas encore vu un autre participant à la conversation, c'est-à-dire Déterrien Jones. Il a parlé quelques fois là-bas, mais la caméra n'était pas dirigée vers lui. Et il a même travaillé à la Maison-Blanche, mais je ne me souviens plus à quel poste il travaillait là-bas, donc il était au courant, il hochait la tête, pour ainsi dire, il acquiesçait. Autrement dit, avec ces mots, nous avons le témoignage de deux personnes, pas d'une seule. Donc, Jill Biden, l'épouse du président, a amené à la Maison-Blanche un groupe qu'elle appelait l'équipe Jill. L'homme dont nous avons parlé, elle l'a fait devenir le président de facto. Qui est-il?
Un fonctionnaire qui travaillait déjà pour Al Gore, puis pour Barack Obama, Biden, connu pour sa loyauté absolument canine envers son maître, et bien envers le maître qu'il sert à ce moment-là. Personne ne l'a jamais élu nulle part, il ne s'est jamais présenté nulle part de lui-même, c'est un éminence grise typique. Il a juré sous serment devant le Congrès que Biden était sain d'esprit et capable d'exercer ses fonctions. Il dirigeait la censure de tout ce qui se passait à la Maison-Blanche, il contrôlait le président et apparemment il faisait partie des 4 personnes qui décidaient quels décrets et lois seraient signés automatiquement. C'est la signature automatique du président. Vous voyez, je vous l'ai dit, il faut du temps pour que ce qui est caché commence à sortir, que le début commence à apparaître. L'enquête va commencer maintenant, cela prendra au minimum plusieurs mois. Parce que, messieurs, ceux qui attendent tout et tout de suite, buvez un verre d'eau froide. Parce qu'il faut apprendre à être reconnaissant du fait que nous ne tombons pas dans l'abîme, comme cela aurait dû arriver si ce qui s'est passé en novembre ne s'était pas produit. Et nous nous sommes arrêtés tout au bord, et maintenant, lentement, très vite, mais lentement, nous nous éloignons du bord. Le ministre des Affaires étrangères de Russie, Lavrov, a réagi au renforcement de la présence de missiles allemands et d'autres équipements militaires sur le théâtre des opérations militaires ukrainiennes. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, affirme que l'armement de l'Ukraine par l'Allemagne prouve l'implication directe de Berlin dans le conflit. Il a aussi jugé inquiétant les projets allemands de bâtir la plus forte armée d'Europe, évoquant les guerres mondiales. La participation directe à la guerre en Ukraine est déjà évidente. L'Allemagne se dirige vers sa propre chute, comme cela s'est déjà produit plusieurs fois au siècle dernier. J'espère que les responsables politiques de ce pays tireront les bonnes conclusions et mettront fin à cette folie. Les Allemands, a dit Lavrov, ont déclenché la Première et la Seconde Guerre mondiale et ils en ont payé le prix. Ils doivent maintenant comprendre que la 3e fois pourrait se terminer en tragédie. Mais qu'en pensent les Allemands eux-mêmes à ce sujet? Voici ce que fait leur chancelier. Pour donner à l'Ukraine une chance de se défendre, car elle n'en a pas la possibilité pour l'instant. Donc je pense qu'il utilise cette opportunité pour envoyer un signal. Et il réfléchit aussi soigneusement à son prochain voyage à Washington dans ce contexte. Mais la création de ses propres missiles à longue portée, c'est quelque chose qui prendra du temps, comme beaucoup d'autres choses dans le soutien militaire allemand, des chars Léopard aux missiles Taurus, dont on n'a toujours pas vraiment parlé. Non, je pense qu'ils vont garder cet atout pour l'instant. Mais au final, en gros, ils diront à l'Ukraine, si vous le construisez, vous pourrez l'utiliser. Comme je l'ai déjà mentionné, c'est un signal fort pour l'Ukraine, mais également pour la Russie. Je comprends. Encore une fois, la question, dans quelle mesure Berlin doit-il s'inquiéter des déclarations de Moscou? Quelles pourraient en être les conséquences? Nous entendons de telles menaces depuis que vous avez envoyé 5000 casques à l'Ukraine. C'est de l'intimidation de leur part. Et quand ils disent, comme Lavrov vient de le dire, arrêtez cette folie, ce sont justement eux qui pourraient arrêter cela dès demain, mais ils n'ont pas l'intention de le faire. Il semble qu'en Allemagne, on pense que Moscou bluffe dans ses menaces et prévoit de transmettre à l'Ukraine des technologies et du savoir-faire pour la fabrication de missiles à longue portée. Le chancelier se rendra bientôt à Washington et estime que le mécontentement de Trump face aux actions du Kremlin aidera à convaincre l'Amérique d'apporter une aide plus substantielle à l'Ukraine que celle fournie par Biden. Je crois que les attentes sont immenses. Il ne s'agit pas seulement pour l'Allemagne de jouer un certain rôle ici, mais aussi de s'assurer qu'il y ait en Europe les partenaires nécessaires pour envoyer un message collégial, mais en même temps ferme, non seulement à la Russie. Je pense aussi que peut-être M. Merz ira à Washington la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour dire la même chose à Trump. Il est désormais une figure clé, c'est important. Et, à mon avis, il répond à la question de longue date. Où est le leadership de l'Allemagne? Maintenant, il a ce rôle. C'est donc le signe que l'Europe assume une responsabilité plus stratégique et que l'Allemagne est à la barre.
Parlez-moi du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a invité l'Ukraine à des négociations à Istanbul la semaine prochaine. À votre avis, dans quelle mesure ces négociations seront-elles sérieuses? Question à Jackson Johnson, président de la Fondation Marshall. Sergueï Lavrov a ensuite invité les Ukrainiens à négocier. Tu penses que c'est sérieux? Donc, il a donné une telle réponse. Je pense que c'est très difficile à prévoir. Tout dépend de qui viendra et de qui rencontrera qui. Il est évident que la dernière fois, tout ne s'est pas très bien passé. Je pense que le sérieux avec lequel nous devons aborder cette question a justement été exprimé par la chancelière Merkel. J'y croirai quand il sera vraiment assis à la table des négociations. C'est ainsi que Jackson Jones a interprété son trépotnia. Pour comprendre ce qui arrivera à l'Ukraine après la guerre, il faut comprendre comment la guerre peut se terminer. Laissez-moi analyser cela. Selon moi, tous les scénarios, il paraît qu'ils en ont trouvé 4. J'ai longuement réfléchi, mais je n'en connais que 3. Premièrement, la Russie n'a conquis aucune partie de l'Ukraine. Deuxièmement, la Russie a conquis une partie de l'Ukraine. Et troisièmement, la Russie a conquis 100%. C'est-à-dire toute l'Ukraine. Pour le premier scénario, il faudrait que l'un des événements suivants se produise. Les Ukrainiens inventent une arme d'une puissance inouïe et l'utilisent avec succès. Deuxième scénario, les Ukrainiens trouvent quelqu'un qui apporte avec lui une arme d'une puissance inouïe et l'utilise avec succès. Ou, troisièmement, il y a eu des troubles, une révolution, du chaos, de la confusion en Russie. Les clans se battent, les troupes rentrent d'urgence à la maison. Et pour l'instant, honnêtement, rien de ce que j'ai énuméré ne se profile à l'horizon. Eh bien, vous savez, l'histoire est une chose imprévisible, la vie aussi, tout peut arriver à tout moment. Et le départ de Poutine, quel qu'il soit, ne signifie pas forcément le chaos ni l'abandon des ambitions impériales. Donc, la première option, eh bien, pour l'instant, elle ne semble pas se dessiner. C'était l'option avec l'Ukraine, donc la Russie n'a conquis aucune partie de l'Ukraine, c'est-à-dire que l'Ukraine possède 100% de son territoire, comme c'était le cas jusqu'en 2014. Troisième option, peut-être si la presse parvient à convaincre le peuple de continuer à mourir pour la terre et l'indivisibilité. Alors avec le temps, il ne restera bientôt plus beaucoup de militaires ukrainiens. La Russie dispose d'un ordre de grandeur, de plus de missiles, de mines, d'obus, de balles, et pour ainsi dire, 1 fois et demie, voire 2 fois plus de possibilités d'amener des hommes qui tirent. Oui, d'ailleurs, en ce moment, ils s'occupent des Chinois, là-bas ils les embauchent pour travailler. Oui, il paraît qu'ils ont aussi envoyé des Coréens, peut-être qu'ils en enverront encore, c'est-à-dire qu'ils cherchent constamment des moyens d'envoyer là-bas plus de corps, des gens dont, franchement, ils se moquent complètement, qu'ils survivent ou non, comme on dit. Autrement dit, en raison de l'avantage dans ces matériaux consommables, comme si les matériaux consommables étaient à la fois vivants, volants et explosifs, pour ainsi dire. Ils avanceront lentement, mais ils se dirigeront vers Kiev sans aide extérieure. Et l'Europe, même en tenant compte du fait que l'Allemagne a commencé à aider d'une certaine manière, elle, elle ne peut pratiquement rien faire pour aider, en fin de compte. 5, sérieusement, oui. Et maintenant, la Chine aide l'autre camp, et les États-Unis ne veulent-ils pas participer au conflit des autres. Et l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre, ni garder son territoire sans aide extérieure, ni même le maintenir, encore une fois, sans aide extérieure. Si quelqu'un pense que les États-Unis doivent quelque chose, eh bien non, messieurs, ils ne doivent rien. Et puis quand on me dit que Nuland est revenu et a convaincu quelqu'un, eh bien, il y a des adultes qui vivent en Ukraine, on pouvait accepter, on pouvait refuser, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'ils ont été élus ou nommés à différents postes, pour qu'ils réfléchissent avec leur propre tête et non avec la tête de Nuland. Et même si c'est Biden ou Obama ou quelqu'un d'autre, eh bien, qu'est-ce que ça change, ce qu'il a dit?
Nous avons 45 millions de notre propre peuple, nous devons savoir, je ne sais pas, adopter une approche critique envers tous les conseils qu'on nous donne. Oui. Donc, encore une fois, sans aide extérieure, l'Ukraine ne peut pas gagner, ne peut pas tenir, ne peut pas survivre. Et alors, ce ne seront pas les Ukrainiens, ni nous avec vous qui penserons à l'avenir de l'Ukraine, mais le Kremlin. Et nous pouvons bien sûr analyser cela et faire des suppositions. Mais, très probablement, la Russie considérera l'Ukraine comme une colonie et se contentera d'en extraire les ressources naturelles et les produits agricoles. Pour ainsi dire, sans vraiment penser au développement du pays. Disons, comme on l'appelle dans la Russie impériale, Okraïna ou Okraïna. Il reste la deuxième option, à savoir que l'Ukraine conserve une partie de son territoire. Pas tout, pas zéro, mais une partie. Et si selon le scénario où l'Ukraine contrôle 100% de son territoire, je donnerais, disons, sur 100%, je donnerais 0,001%. Alors pour le scénario de la conquête de 100% de l'Ukraine, moi, je donnerais 20-25%. Et pour le scénario de la division de l'Ukraine en deux parties, une partie contrôlée par l'Ukraine, l'autre par la Russie, je donnerais 75 à 80%. Voilà pourquoi. Parce que je pense qu'à un certain moment, ils auront vraiment peur que les Ukrainiens reçoivent un coup de masse sur la tête et ils commenceront à sauver ce qu'ils peuvent. Mesdames et messieurs, je veux encore une fois vous dire que ce que je dis, c'est une analyse. Ce n'est pas ce que je voudrais personnellement. Moi peut-être, j'aurais voulu que les parallèles et les droites se rejoignent un jour en une belle longue courbe. Mais elles ne se rejoignent pas. Je ne peux rien y faire. Voilà. Donc, si, comme je l'ai déjà dit, les Ukrainiens se font avoir, j'espère qu'un jour cette idée les frappera comme un marteau, et alors ils commenceront à sauver tout ce qu'ils peuvent encore. D'ailleurs, il semble que Arestevich, Zaloujina et Trump disent la même chose que ce que je viens de vous dire. Si en 2014, les Russes voulaient spécifiquement la Crimée, profitant de l'exil de Yanukovych, puis en 2021, ils voulaient un système fédéral et que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Mais maintenant, ils veulent annexer de facto et de jure plusieurs régions ukrainiennes à la Russie. Aussi, peut-être qu'avec le temps et en avançant plus loin sur le territoire, plus ils iront loin, plus leurs appétits grandiront. Ils voudront encore plus. Quoi de plus? Bien sûr, je ne sais pas. D'ailleurs, la propagande russe a convaincu les Ukrainiens de détester Donald Trump et de ne pas accepter de lui aucune solution au problème. Cette haine est incroyablement avantageuse pour la Russie. Ils financent tout un groupe de blogueurs et de journalistes ukrainiens pour attiser l'hostilité entre les États-Unis et Donald Trump. Et aussi, disons, entre les États-Unis, pas seulement les États-Unis et Donald Trump, mais entre les États-Unis, Donald Trump et la population du pays, la population de l'Ukraine. C'est un immense, immense succès de la propagande russe. L'idée « mieux vaut tous mourir que de céder ne serait-ce qu'un mètre de notre terre » est bien sûr saluée par le Kremlin. Mais revenons à notre option 2. L'Ukraine contrôle une partie de son territoire, c'est-à-dire l'option à laquelle nous avons attribué environ 70, 75 à 80% de probabilité. Et pour la réflexion, il n'est pas important que la ligne de séparation soit plus proche ou plus éloignée. Ce qui est important, c'est qu'il continue d'exister une Ukraine indépendante et souveraine. Et c'est elle-même qui décide, sur l'espace terrestre où elle existe, de son propre avenir et de son développement futur. Quelles peuvent être, en fait, les voies de développement? Il y a deux options, comme nous les appelons. Eh bien, la première option, c'est tout simplement la même chose qu'avant, c'est-à-dire la corruption, le vol, l'oligarchie, etc. Et ainsi de suite. La deuxième option, c'est un pays à économie de marché libre, c'est-à-dire une libération totale de ce genre de, corruption. Elle reste. Mais c'est une chose quand cela reste dans certaines limites, quand on en a peur, qu'on craint d'être découvert, qu'on est nerveux, et c'en est une autre, quand, excusez-moi cela, oh, vraiment, j'ai éternué. Comme je l'ai déjà dit, le pays est libre sur le marché, et troisièmement, c'est un mélange des deux premiers points. Si les États-Unis commencent à participer activement au développement de ces mêmes minéraux dont nous avons parlé si longtemps, alors, numéro 1. Et très probablement, c'est exactement ce qui va se passer.
Rien ne change. À la place des esclavagistes étrangers, ce sont nos propres esclavagistes qui reviennent au pouvoir. Le pays se développe lentement, il y a une restauration partielle, les investissements des organisations caritatives mondiales sont détournés, l'économie ne se rétablit pas, la classe moyenne ne se forme pas et devant des millions de personnes. Et la pensée surgit, partir travailler dans un pays étranger ou dépérir ici. Et ils partent dans des pays plus libres et donc plus développés. Chemin numéro 2. Comme mentionné précédemment, j'estime les chances à 1 sur 1 million. On ne sait pas d'où viendront des gens honnêtes, convaincus, qui comprennent tant plus comment construire une économie. En effet, le monde va investir en Ukraine, alors tout va croître comme sur des levures. Et il faut savoir gérer cela, il ne faut pas se corrompre et il ne faut pas devenir soi-même les mêmes créatures vénales que ceux qui, disons, depuis je ne sais quelle année, de 1899 à 1990, on n'a pas laissé l'Ukraine se développer. Mais dans le cas d'un marché libre, d'une liberté, l'Ukraine devient le centre d'une région de 100 millions d'habitants. C'est la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, les pays baltes, la Tchéquie, peut-être la Hongrie, avec le plus grand potentiel de croissance. 10 ans après la fin de la guerre, le complexe germano-franco-italien sera obligé de commencer à se restructurer et à se moderniser, parce qu'il commencera à perdre non seulement face à l'Asie du Sud-Est, mais aussi face à l'Europe de l'Est. Le niveau de vie augmente et on commence à appeler l'Ukraine la Nouvelle Amérique ou le Nouveau Klondike. Une union se forme à laquelle l'Angleterre commence à s'habituer. Ce n'est pas un État comme l'Union européenne, c'est une union militaro-industrielle avec des lois plus ou moins similaires, mais avec une identité nationale propre. Les lois sont basées sur le Code britannique, sur le droit, plus les 10 commandements. Les pays de l'Union ferment leurs frontières, non pas entre eux, mais selon le principe des États-Unis. La raison en est qu'il y a de plus en plus de gens. Une grande partie de la planète veut faire partie de cet essor incroyable. Comment participer, que ce soit en investissant ou en travaillant, en partant de zéro, d'un pays complètement détruit jusqu'aux étoiles, à ce qu'on appelle. Mais, comme je l'ai déjà dit, il faut se débarrasser de la corruption et cela, très probablement, n'arrivera pas. C'est du niveau d'un miracle avec une arme martienne qui nettoierait l'Ukraine des envahisseurs. Passons maintenant à la troisième voie, donc un mélange d'oligarques et des États-Unis. Disons, les États-Unis décident d'organiser ou d'aller de l'avant avec ce fonds à propos duquel Zelensky et tout le peuple pensaient que Trump voulait les détruire. J'espère que nous, les États-Unis, n'allons pas nous mêler de ça, mais imaginons que nous l'ayons fait. Donc, une partie des Ukrainiens vit selon leurs lois habituelles de bandits, où il n'y a ni vérité ni droit, et une autre partie est sous le contrôle des États-Unis. Elle s'occupe de l'extraction des minéraux, de leur traitement, de leur stockage, de leur transport, c'est-à-dire des chemins de fer, des ports et de tout le reste. Et la fondation amène avec elle, pour ainsi dire, une garde armée non ukrainienne. Dans le pays, une situation se crée avec 2 modes de vie. L'un où il n'y a pas de droit. Tant que tu as une boulangerie, ça ne dérange pas. Mais dès que tu commences à te démarquer, on te dit que tu n'as aucun droit. Soit tu rentres dans le rang et, pour ainsi dire, tu deviens un serviteur. Peut-être que tu auras la possibilité de percer à Caperone ou comment ça s'appelle là-bas, hein ? Et si tu n'as pas d'argent, pas de relation, tu n'es personne. Un autre endroit où l'avancement dépend de tes compétences, où tu es payé en fonction de ce que tu fais, où tu as la possibilité de contester toute injustice. Le matin, les gens quittent un monde de banditisme et de corruption et arrivent au travail dans un monde occidental, ou plutôt un monde américanisé, où, pour ainsi dire, les juges corrompus ne travaillent pas, il n'y a pas d'oligarques et les policiers ne prennent pas de pot de vin. Et où, comme on dit, eh bien là-bas. Je ne peux pas dire que tout soit si formidable, oui, comme chez nous là-bas et tout ça, oui. Mais comparé à ce que nous avons vu dans toutes les républiques de l'ex-Union soviétique qui se sont effondrées, au Mexique, en Russie, oui, c'est un véritable paradis sur Terre, voilà.
Mais dehors, quand ils rentrent chez eux le soir, là-bas, personne ne t'appelle non plus, si tu n'as pas d'argent ni de relations. Comment ces deux mondes vont-ils coexister lorsque le monde américanisé ne cessera de s'étendre et que le monde oligarchique fera tout pour attiser la haine envers le public, envers ceux qui leur ont pris leur trésor, les Américains? Je ne sais pas comment cela va se passer. Mais là, par exemple, si on regarde, logiquement, il est évident que l'Amérique veut du bien à l'Ukraine. Mais tu lis les journaux, tu regardes sur Internet les interventions des Ukrainiens ordinaires et des soi-disant leaders et des médias de masse. On a l'impression que nous sommes venus simplement pour égorger et violer des petites filles. Une telle horreur provoque donc quel idiot, salaud, ordure. Trump, il ose vouloir arrêter la guerre. Ils feront pareil pour l'extraction des ressources minérales. Donc les Ukrainiens tomberont exactement dans le même piège. Et ceux qui crient que Trump est un idiot, là-bas Witkoff, crétin, et tous ceux d'entre nous qui ont voté pour Trump, désattardés, on m'écrit ça tout le temps. C'est possible, messieurs. Ma mère dit que j'ai fait 9 mois, donc peut-être que je suis un prématuré. Peut-être qu'il en fallait 10, qui sait. Voilà, et quand les oligarques deviendront plus puissants, ils commenceront à essayer d'évincer les étrangers. C'est-à-dire, ceux qui apportent une vie normale et des lois. Je pense qu'au final, ils pourront reprendre le contrôle. Ce qui a été construit avec de l'argent étranger et ce qui tire ou a déjà tiré l'Ukraine de la pauvreté et du désespoir. Et en expulsant les étrangers, que puis-je dire, le pays recommencera à être pillé, les richesses seront exportées. Seulement, il y en aura beaucoup plus qu'en 1990, quand ce vol massif, ce pillage, ce népotisme et tout ce qui s'ensuit ont commencé. Et voilà. Donc, mesdames et messieurs, bien sûr, personne ne peut prédire l'avenir. Nous ne pouvons parler que des différentes options possibles de développement. Et j'ai essayé, en quelque sorte, de donner un pourcentage pour que ce soit plus clair. Il y a telle option de développement, telle autre, encore une autre. Celle-ci, je pense qu'elle est la plus probable, celle-là, la moins probable, et ainsi de suite. Et existe-t-il des options qui pourraient en se produire si un miracle arrivait? Il y a des options qui, très probablement, se produiront, sachant ce qui s'est passé au cours des 20, 30, 40 dernières années à ce point du globe. Quelque chose d'inattendu pourrait arriver, comme c'est souvent le cas. Vous savez, à un moment donné, ce qu'on appelait l'Union soviétique, c'était la plus puissante, etc. Et le lendemain, elle n'existe plus du tout. L'Amérique a construit le capitalisme, et peu après, nous avons eu l'Organisation mondiale du commerce et la mondialisation. Même ceux qui disent « une seconde, nous venions juste de construire un marché libre », on leur dit qu'ils sont là-bas, en général, on leur dit toutes sortes de vilains mots. Alors, ça veut dire que tout est possible? Oui, moi je voudrais savoir, messieurs, votre avis sur ce que vous aimez écouter. Qu'est-ce qui vous intéresse d'écouter? Là, je suis en train de rassembler en quelque sorte. Oui, je n'ai rien ou très peu, disons-le comme ça. Je comprends ce qui se passe à l'intérieur des pays, sauf aux États-Unis d'Amérique. Mais je pense que je comprends un peu ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe entre notre pays et tout un certain nombre d'autres pays. Du moins, les sujets qui m'intéressent. Là, il y a la Russie, l'Ukraine, Israël et dans une certaine mesure, la Chine. Parce qu'il est vraiment très grand. Il est assez difficile de passer à côté d'un éléphant sans le remarquer. Voilà, c'est tout. Les likes sont évidemment en 4 langues. Je suis en cours de traduction, c'est tout. Les liens seront en bas. Envoyez à vos amis, à vos connaissances. Là-bas, il y a l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais. On m'a posé une question sur l'italien. Pas encore, mais pourquoi pas? À un moment donné, on commencera probablement. C'est tout. Merci encore. Au revoir. Les sous-titres ont été créés.